Dieu ne joue pas au dé. Voilà ce qu'aurait dit Albert Einstein à son confrère danois, le physicien Niels Bohr, dans les années 1930. À cette époque, les deux hommes constatent une propriété étrange de la physique quantique. D'après cette dernière, il y aurait une part de hasard dans le comportement de la matière à l'échelle de l'infiniment petit. Et ça, Einstein lui-même a du mal à l'accepter. C'est pourtant pour une découverte quantique qu'il obtient son prix Nobel en 1921, il y a un siècle exactement. Et qu'Einstein le veuille ou non, le XXe siècle a ensuite connu une révolution quantique. Mais nous sommes aujourd'hui au siècle suivant, et le monde de la recherche est en train de vivre une deuxième révolution quantique. Vous écoutez On Air, les voix de la recherche aérospatiale, un podcast de l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale, en partenariat avec Ciel et Espace. Et pour parler de cette deuxième révolution quantique, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Schwartz. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvain Schwartz, vous êtes physicien quantique et ingénieur de recherche à l'ONERA au département DEFI, physique, instrumentation, environnement, espace. Et avant toute chose, j'aimerais vous demander et revenir avec vous sur le terme de quantique. Alors on l'entend beaucoup, parfois de manière dévoyée, mais de quoi parle-t-on exactement quand on dit quantique ? Eh bien, la physique quantique, disons que ça constitue l'ensemble des lois qui régissent le comportement de l'infiniment petit, donc les particules élémentaires comme un électron ou ces fameux grains de lumière associés au rayonnement électromagnétique introduit par Einstein et Planck et qu'on a depuis rebaptisé photons. Et c'est un terme d'ailleurs d'autant plus à la mode en 2021, depuis le 21 janvier, lorsque le président Emmanuel Macron est venu annoncer son plan quantique en France, financé à hauteur de 1,8 milliard d'euros sur le plateau Saclay, précisément où l'ONERA est implanté. Mais avant de parler de 2021 et des révolutions futures à venir, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu cette incroyable aventure de la physique quantique ? Je crois que ça commence en 1900 avec le physicien allemand Max Planck qui avance que la lumière est faite de petits paquets d'énergie, qu'il appelle quanta. Oui, Planck, pour expliquer quelque chose qui n'était pas encore bien compris en ce qui concerne le rayonnement du corps noir, avait eu l'intuition que, en supposant que le rayonnement électromagnétique était quantifié, d'où le terme quantique, les choses, mathématiquement, se passaient beaucoup mieux que si on essayait de décrire ce rayonnement par la physique du siècle précédent, donc les équations de Maxwell, qui donnaient lieu à une divergence de l'énergie totale du corps noir, ce qui n'était pas satisfaisant pour les physiciens. Et il y a eu ensuite une série de physiciens qui ont pris le relais. Einstein, qui a compris que à cette quantification étaient réellement associés des grains d'énergie, donc ces fameux photons. Puis le français Louis de Broglie, qui a compris que ce concept de dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire le fait que aux ondes électromagnétiques soient associés des corpuscules matériels, les photons, valait également pour la matière, c'est-à-dire qu'aux atomes, aux électrons, était également associée une onde qu'on appelle les ondes de matière. Puis finalement, dans les années 1930, le formalisme quantique, a convergé vers une théorie qui est aujourd'hui, enseignée dans les universités, bien maîtrisée par la communauté des physiciens. Et c'est peut-être un premier message important qui ne comporte aucun paradoxe. Les paradoxes de la mécanique quantique surviennent quand on tente de donner des visions avec les mains, des visions intuitives de certains de ces concepts, mais à l'échelle du formalisme mathématique, c'est une théorie parfaitement bien définie et parfaitement bien reproduite par l'expérience. D'accord, donc c'est une théorie solide, fiable, donc qui a démarré dans les équations, puis a été démontrée en laboratoire. Quand est-ce que ça a commencé à basculer dans des technologies qu'on peut utiliser aujourd'hui ou qu'on a utilisées au courant du XXe siècle ? Donc effectivement, les premiers succès de la mécanique quantique, de la théorie quantique, sont des succès scientifiques, si on peut dire. Elle a permis de comprendre un certain nombre de choses, par exemple la stabilité de la matière. Avant la physique quantique, on ne s'expliquait pas, par exemple, pourquoi un électron qui tourne autour du noyau, comme c'est une charge accélérée, il devrait rayonner de l'énergie et finalement s'écraser sur le noyau. Donc la matière devrait être instable, et la théorie quantique a permis de comprendre pourquoi elle ne l'était pas. Elle a permis également de décrire de façon précise les propriétés des solides, les isolants, les conducteurs et les semi-conducteurs. Et sont précisément ces fameux semi-conducteurs, donc encore une fois, dont la compréhension repose sur les lois de la mécanique quantique, qui ont induit cette première révolution technologique, alors dans les années 60, on pourrait dire, avec le développement de la microélectronique qui a ensuite donné les ordinateurs, l'informatique,
et tous les bouleversements sociétaux qui ont été entraînés par cette révolution technologique. Et probablement même les instruments que les auditeurs de ce podcast utilisent aujourd'hui pour écouter ce podcast. Alors, si ces technologies datent des années 1960 et décennies ultérieures, pourquoi reviennent-elles aujourd'hui sur le devant de la scène? Pourquoi le terme de quantique ressurgit et pourquoi parle-t-on de deuxième révolution quantique? Eh bien, disons de façon un peu ironique, par une sorte de retour de balancier de l'histoire, un certain nombre de ces technologies quantiques qu'on pourrait qualifier de première génération, comme les semi-conducteurs et les lasers également, dont je n'ai pas encore parlé, mais le laser lui-même est fondé sur la compréhension de l'interaction entre la lumière et la matière, encore une fois, apportée par le formalisme quantique. Donc par ce retour de balancier dont je parlais, le laser et les semi-conducteurs ont permis, alors là dans les années 80, 90, 2000, ont permis aux chercheurs, aux physiciens, d'acquérir de plus en plus de contrôle sur les systèmes quantiques élémentaires. Donc on est capable maintenant, grâce aux semi-conducteurs, d'émettre des photons uniques ou des paires de photons avec des propriétés quantiques bien particulières, telles que l'intrication. Les lasers permettent de manipuler les atomes un par un. Et c'est justement, disons, l'ensemble de ces progrès technologiques qui ouvrent aujourd'hui la voie à une deuxième révolution quantique, donc une deuxième génération d'applications des lois de la mécanique quantique, donc d'applications pratiques, qui seraient fondées sur le contrôle que l'on peut avoir de ces particules à l'échelle individuelle. Et donc cette deuxième révolution quantique, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'elle soit aussi spectaculaire que la première, peut-être grâce au calcul quantique incarné par l'ordinateur quantique, que peut-être vous pouvez nous décrire? Oui, donc effectivement, je pense que la promesse d'un ordinateur quantique qui surpasserait en puissance de calcul tous les ordinateurs classiques que l'on est capable de construire actuellement, je pense que cette promesse a beaucoup joué dans l'engouement généralisé actuel pour les technologies quantiques. Mais ce n'est pas la seule application des technologies quantiques, je pense qu'on y reviendra dans la suite de l'entretien. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette promesse d'ordinateur quantique? Eh bien, l'idée est fondée sur l'un des principes de la mécanique quantique, qui est le principe de superposition. Donc ce principe vous dit que si vous pouvez être dans un état et dans un autre, la mécanique quantique vous autorise aussi à être dans la superposition mathématique de ces deux états. Ça veut dire que si on prend un bit, par exemple, soit 0, soit 1, sur lequel repose un ordinateur classique, dans le cas d'un ordinateur quantique, ce bit sera une superposition de 0 et de 1 ? Oui, c'est exactement ça. Donc l'idée est d'encoder maintenant l'information, non plus simplement par le chiffre 0 ou le chiffre 1, mais par deux états d'un système quantique, qu'on va appeler dans ce contexte l'état 0 et l'état 1, ce qui va nous autoriser à considérer également l'état qui correspond à la superposition de l'état 0 et de l'état 1. Et là, on voit au passage la difficulté qu'on a à décrire certains concepts de la mécanique quantique, à donner une vision intuitive de ces concepts, puisque autant cette superposition mathématique est bien définie dans le cadre du formalisme, autant il est un peu difficile de l'expliquer avec notre intuition, mais on peut dire que le bit d'information est à la fois dans l'état 0 et dans l'état 1. Et ce qu'on gagne, c'est une rapidité de calcul décuplée. Effectivement, l'idée sous-jacente est celle qu'on appelle le parallélisme quantique, c'est-à-dire que si on est capable de préparer plusieurs bits d'information dans des superpositions de 0 et de 1, on peut, en faisant agir une porte quantique sur ces bits quantiques, effectuer plusieurs opérations de calcul en parallèle. Alors bien sûr, il y a toute une famille d'algorithmes quantiques pour exploiter ce principe-là. Donc grâce à ce principe de superposition, l'ordinateur quantique pourrait être en mesure d'effectuer un certain nombre de calculs de façon beaucoup plus rapide que les ordinateurs classiques. On situe souvent une frontière aux alentours de 50 bits d'information quantique, c'est-à-dire que si on était capable de manipuler 50 bits quantiques de façon parfaite, on pourrait faire des choses qu'il est impossible de faire avec le plus puissant des supercalculateurs actuels. Il ne faut pas imaginer l'ordinateur quantique comme allant remplacer notre ordinateur portable de bureau de la vie quotidienne. À quoi il ressemblera, oui. Mais plutôt comme un module dans un centre de calcul à côté d'autres supercalculateurs destinés aux professionnels pour effectuer des tâches de simulation ou de calcul complexes
par exemple la modélisation de certains matériaux, ou de certaines réactions chimiques ou processus météorologiques. Donc sans doute à même de répondre à certains grands enjeux sociétaux, à supposer bien sûr qu'on arrive à mettre au point ces machines, notamment à lutter contre la décohérence qui pour l'instant limite les applications de ces dispositifs. D'accord, donc on va peut-être voir dans le futur quelques ordinateurs quantiques dans les couloirs et les laboratoires de l'ONERA, mais pour l'instant, pas forcément. Et vous me disiez que le calcul quantique n'était pas la seule promesse de la deuxième révolution quantique. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre et en exploitant quelles propriétés de la physique quantique ? Oui, effectivement, au-delà de l'ordinateur quantique, cette deuxième révolution quantique pourrait apporter un certain nombre d'autres applications radicalement nouvelles qui, elles aussi, seraient fondées sur le contrôle de ces particules à l'échelle individuelle, dans des domaines aussi variés que, par exemple, les communications sécurisées ou les capteurs. Par exemple, à l'ONERA, nous travaillons sur différents types de capteurs, le gravimètre à atomes froids, ou des capteurs de champs électromagnétiques fondés sur des atomes contrôlés individuellement et placés dans des états très excités qu'on appelle états de Rydberg. Alors prenons le gravimètre à atomes froids, justement, c'est quelque chose sur lequel l'ONERA travaille depuis plusieurs années maintenant. Déjà, est-ce que vous pourriez me dire comment ça marche, un gravimètre à atomes froids ? Oui, alors c'est une bonne question. D'abord, il faut savoir que ce sont des instruments opérationnels qui sont produits par l'ONERA. Donc là, on parle de choses qui fonctionnent. Donc il faut imaginer une cellule en verre, sous vide, dans laquelle on vient injecter un gaz. Donc typiquement, pour ces appareils, on utilise une espèce atomique qui s'appelle le rubidium. Et puis, on va venir piéger ces atomes de rubidium avec des faisceaux laser. Donc le principe, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la pression de radiation, c'est-à-dire la force que la lumière peut exercer sur la matière. Et donc on va venir enfermer ces atomes entre un certain nombre de faisceaux laser. Il faut aussi leur associer une certaine combinaison de champs magnétiques, de telle sorte que notre atome va s'engluer dans ces faisceaux laser. Où qu'il aille, il va toujours trouver un laser qui s'oppose à son mouvement et qui va avoir tendance à le ralentir et à le ramener vers le centre de l'enceinte à vide. Donc il est piégé. Donc il est piégé et il est froid. Puisque dans ce contexte, la température est reliée à la vitesse moyenne d'agitation thermique des atomes. Donc comme la vitesse devient très petite, la température également s'abaisse. Et on parle là typiquement de micro-Kelvin, c'est-à-dire de millionième de degré au-dessus du zéro absolu. D'accord, donc c'est très très froid, on peut pratiquement pas faire plus froid que ça. À quoi ça sert d'atteindre une telle température si basse ? Eh bien, justement, à ces températures extrêmement basses, on va avoir accès à certaines propriétés quantiques de ces atomes qui ne sont pas visibles aux températures ambiantes habituelles. Et en particulier ici, on va avoir accès au comportement ondulatoire de ces atomes, ce qui va nous permettre, eh bien, en séparant le paquet en deux et en le recombinant, de faire des interférences, un petit peu comme dans un lac, quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous faites apparaître une onde à la surface du lac. Si vous en jetez deux, vous allez faire apparaître deux ondes qui, lorsqu'elles vont se rencontrer, vont soit s'ajouter pour donner une onde encore plus grande, soit au contraire s'annuler pour donner une onde plate, en fonction de la phase relative entre les deux ondes. Bien, l'idée de ces gravimètres à atomes froids, c'est de faire un petit peu la même chose avec donc l'onde associée par la mécanique quantique, l'onde de matière associée à ces atomes. Donc on sépare la boule en deux, on laisse ces atomes tomber en chute libre, on sépare la boule en deux, puis on la recombine à l'aide d'une série d'impulsions lumineuses, et on vient mesurer la probabilité pour l'atome d'être passé d'un état interne à l'autre. Et ce faisant, ça va nous permettre de mesurer la phase entre les deux chemins de l'interféromètre. Et il se trouve que cette phase est extrêmement sensible au champ de pesanteur, ce qui nous permet donc de mesurer ce champ de pesanteur avec une précision extrêmement forte. D'accord, donc si on le met, ce gravimètre, dans un système, un véhicule par exemple, on va savoir précisément la gravité et le champ de pesanteur auquel ce véhicule est soumis. Dans quel type de système on peut introduire un gravimètre à atomes froids ? Donc effectivement, c'est l'une des spécialités de l'ONERA, d'avoir pu sortir ces expériences des laboratoires où elles avaient été initialement développées pour permettre à ces gravimètres d'effectuer des mesures avec ces atomes froids dans des porteurs, des mesures embarquées. Et en particulier, donc, on va mettre ces gravimètres dans des bateaux océanographiques. Donc, récemment, l'ONERA a passé un contrat avec le service hydrographique et océanographique de la marine
pour fournir plusieurs de ces appareils pour équiper les bateaux océanographiques de la Marine nationale, pour venir dresser des cartes de champs de gravité à la surface des océans. Donc par exemple, si mon bateau passe au-dessus d'une fosse sous-marine ou au contraire d'une chaîne de montagnes, eh bien l'attraction terrestre à cet endroit-là ne va pas être la même, et je vais pouvoir comme ça dresser une carte qui ensuite, a posteriori, va permettre à un porteur, par exemple un sous-marin ou un avion qui navigue au-dessus de l'océan et qui dispose de ces cartes de gravité pour savoir où il est sur la carte, à supposer par exemple qu'il ait perdu son signal GPS ou que sa centrale inertielle est dérivée. Donc il ne dispose pas d'autres moyens. Donc ces cartes de gravité fournissent une aide à la navigation qui peut être précieuse dans certains scénarios. Ce qui est particulièrement utile en plus parce que je sais que le fond des océans est encore assez mal connu par rapport aux cartes de terre émergées, c'est-à-dire au-dessus de l'eau. Alors donc là, on met des gravimétres à atomes froids sur la mer. Est-ce qu'on peut en mettre ailleurs, par exemple dans l'espace, puisque l'ONERA est quand même le centre français de recherche en aérospatiale? Oui, donc effectivement, donc ces cartes de pesanteur dont je parlais servent avant tout comme une aide à la navigation, mais vous avez tout à fait raison qu'elles peuvent également apporter de l'information sur bien la constitution du fond marin ou du sous-sol si on effectue ces mesures sur Terre. Et il est également intéressant d'effectuer de telles mesures gravimétriques depuis l'espace, donc depuis des satellites, pour mesurer le champ de gravité autour de la Terre et caractériser par exemple certains effets géophysiques comme la fonte des pôles et l'augmentation du niveau des océans. Donc pour cela, il existe déjà un certain nombre de missions spatiales qui utilisent des gravimètres que l'on appelle classiques, donc des technologies qui ne sont pas fondées sur la mécanique quantique. Et l'ONERA est impliquée dans des projets et réfléchit actuellement avec le CNES, l'Agence spatiale européenne et d'autres partenaires à envoyer dans de futures missions spatiales des gravimètres à atomes froids pour mesurer depuis l'espace le champ de gravité terrestre. Et donc ce serait une application particulièrement concrète de la physique quantique qui gagne l'orbite terrestre et qui gagne l'espace. On entend aussi parfois parler de télécommunication quantique entre le sol et l'espace. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, alors effectivement, c'est encore une application radicalement différente, si on veut, de cette deuxième révolution quantique. Donc ici, l'idée, c'est qu'on peut utiliser certains principes de la mécanique quantique pour sécuriser des communications, et notamment pour s'assurer, pour permettre à deux partenaires de s'échanger une clé secrète et s'assurer a posteriori que personne n'a pu les espionner en interceptant cette clé secrète. Et là, c'est fondé sur le principe que une des implémentations possibles, peut-être la plus simple à expliquer, ce serait d'encoder cette clé secrète, encore une fois, dans deux niveaux d'un système quantique, donc on va appeler à nouveau 0 ou 1 dans ce contexte, comme dans le cas des bits d'information quantique. Et par exemple, on peut encoder ça sur la polarisation de photons, donc ces grains de lumière, et donc envoyer notre clé secrète, photon par photon, depuis l'émetteur jusqu'au récepteur, qui en général s'appelle Alice et Bob dans ce contexte. On entend souvent ces deux personnages. Donc Alice envoie ces photons à Bob un par un. Chaque photon contient l'information 0 ou 1 encodée sur un état de polarisation. Et moyennant quelques astuces supplémentaires qui consistent à changer aléatoirement la base d'encodage de l'information, eh bien, il est possible, a posteriori, à Alice et Bob, en comparant un petit échantillon de l'information qu'ils se sont échangés, de s'assurer avec certitude qu'ils n'ont pas été écoutés. Et ça repose sur un principe en mécanique quantique qui est que la mesure perturbe le système. Et donc, si l'espion, qui s'appelle Eve en général dans ce contexte, veut intercepter le message d'Alice à Bob, elle va être obligée d'effectuer des mesures sur les photons envoyés par Alice. Et quelque part, cela va être détectable par Bob, puisque en faisant sa mesure sur ces photons, elle est susceptible de les perturber et donc d'induire quelque chose de détectable pour Bob. Oui, parce que ça repose vraiment sur une propriété de la matière, hein, c'est-à-dire que Eve aura beau être la plus dangereuse des hackers et la plus forte pour casser des codes, elle ne pourra pas le faire sans être vue, puisque c'est la nature qui dicte que ce sera vu. Exactement. C'est interdit par la mécanique quantique de dupliquer les photons, c'est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage quantique. Donc la seule chose accessible à Eve est de faire sa mesure directement sur les photons envoyés par Alice. Et ce faisant,
elle les perturbe inévitablement et ceci est détectable par Bob a posteriori. Et alors le théorème de non-clonage quantique dans l'espace, c'est pour demain, c'est pour dans combien de temps ? Alors c'est pour avant-hier, puisque il y a déjà eu des démonstrations de liaison quantique entre des stations Sol et des satellites, notamment par la Chine, qui a annoncé en 2017, je crois, un satellite qui s'appelait Micius à l'époque, qui effectuait exactement ça, donc un lien sécurisé par la mécanique quantique entre deux villes de Chine, j'ai oublié lesquelles, en utilisant donc un satellite comme relais. D'accord, très bien. Donc c'est encore prospectif à l'état expérimental, mais ça a été prouvé dans l'espace. Tout à fait. Et l'ONERA travaille donc à une nouvelle génération de ces satellites de télécommunications quantiques en se fondant sur l'une de ces expertises qui est reconnue mondialement, qui est la correction de turbulences atmosphériques. Puisque un des défis, quand vous voulez parler à un satellite depuis une station Sol, c'est que vous devez traverser l'atmosphère avec vos grains de lumière, vos photons. Et en particulier, ces photons vont être inévitablement perturbés par la traversée de l'atmosphère. Et ça, c'est une problématique que l'ONERA regarde depuis longtemps et est capable d'adresser en faisant ce qu'on appelle de la correction de front d'onde par optique adaptative. L'idée, c'est que le satellite envoie de la lumière jusqu'à la station Sol, et en regardant comment cette lumière a été perturbée, eh bien, on peut faire de l'ingénierie sur la lumière qu'on va renvoyer vers le satellite pour, si on veut, précompenser ces turbulences, de telle sorte que la lumière qui arrive au satellite soit exactement dans l'état souhaité initialement. Et ça permettrait d'augmenter significativement le débit de ces communications quantiques pour ouvrir la voie à plus d'applications pratiques dans un futur qu'on espère pas trop lointain. Et donc un futur que vous nous promettez quantique sur Terre comme dans l'espace. Merci beaucoup Sylvain Schwartz d'avoir été parmi nous. Et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode de On Air, les voies de la recherche aérospatiale, un podcast qui vous est proposé par l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale, en partenariat avec Ciel et Espace. Merci à vous. Merci.